Alors, Michel, merci pour cette invitation chez toi, chez vous ici. Tu es né en 1950. Après les études de lettres et de philosophie, tu as fait la connaissance de Sartre et de Michel Butor, sur lesquels tu publies tes premiers essais littéraires. En 1974, tu entreprends une thèse de doctorat avec Roland Barthes et tes premières introductions picturales remontent vers la fin des années 70, par exemple sous le nom Les Écrivures, qui s'y ajoutent de diverses expériences de poésie visuelle et de photographie. Depuis des années, la liste des expositions sur ton site internet devient de plus en plus longue. Entre-temps, tu étais souvent à New York, tu es lauréat du prix Fontenelle d'art contemporain de la ville de Rouen, en autres, en 1988. Et c'est à ce moment que commence la collaboration avec le FRAC en Haute-Normandie autour du livre d'artistes dont nous allons aussi parler. Ta première rétrospective de tes livres d'artistes a lieu en 1991 à la médiathèque d'Avignon et puis à la bibliothèque Wittockiana de Bruxelles en 1972. Depuis 1978, tu es professeur à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et dans un texte signé Flux, tu dis: dans les labyrinthes du monde, nous cherchons des structures pour nous accompagner, nous aider, trouver l'issue. C'est cela, la tâche de l'art, trouver une issue? Bien sûr, l'art cherche à nous montrer un chemin que nous ne connaissons pas par la voie ordinaire, par la pensée. Et donc, il indique un inframonde ou un monde au-delà. Et c'est ça, je crois, qui nous intéresse, cet univers des sensations un peu grouillantes, comme dans le processus primaire chez Freud, hein, il y a ces sensations qui ne sont pas encore différenciées, qui ont du mal à se sublimer, mais qui sont très, très prenantes. Et c'est ça, je crois, qui constitue le background de la création plastique. Est-ce qu'on pourrait aussi s'imaginer qu'il s'agit d'une réalité ou d'une réalité cachée? Il s'agit d'une réalité cachée, mais à l'inverse peut-être de Freud, ça n'est pas une réalité qui est dure, qui est assignable. Elle est en mouvement. C'est pour ça que j'ai parlé de flux. Je pense que l'inconscient, c'est un mouvement, c'est une cascade, c'est quelque chose qui jaillit et qui se développe. Et c'est ça que j'essaie de capter, de traduire à la fois dans mon monde intérieur et dans la société, parce que je crois que la société agit de la même façon. C'est un ensemble de flux et les gens s'agrègent ou se désagrègent, les sociétés se forment, se contaminent, se dispersent, et cela dans un ordre assez chaotique, mais en même temps rythmé, précis, qui a un sens, et c'est ça les flux que je recherche en ce moment dans ma peinture. Comment est-ce qu'on le fait comme artiste de transmettre ou de montrer aux spectateurs que les choses sont en mouvement si on fait un tableau fixe? D'abord, il y a eu des expériences où j'ai fait des tableaux en Chine devant un public. Ils aiment bien savoir comment on fait en Chine. Et alors donc ils m'ont filmé en train de faire une séance de ces œuvres mouvantes, parce que j'utilise beaucoup d'eau, et donc l'œuvre se forme et se déforme sous les yeux du spectateur, et puis se stabilise et sèche. Ce sera notre prochain film. Oui, bon, on fera ça dans l'atelier à Vitry. Et c'est promis? C'est promis, oui, oui, oui. Et donc, le moment où on crée a pour moi beaucoup d'importance. Ça se lie à une espèce d'idée de la performance. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une création ici et maintenant. Les gens qui regardent le tableau comme le résultat de quelque chose de très calculé, je crois, font une erreur. Il faut saisir au moment de la création, au moment de l'énergétique du geste, l'œuvre.
Sinon, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et qui est raté. Et alors, ça a un sens en plus pédagogique parce que je crois que quand les gens voient une œuvre en train de se faire, voient un coup de pinceau comme ça, ils sont très attirés par l'idée aussi de faire la même chose. Alors, après, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de difficultés, qu'un geste qui paraît excessivement simple, une balafre comme ça sur une page, pour qu'elle soit belle, il faut beaucoup s'entraîner avant. Mais c'est bien qu'ils aient envie de faire quelque chose. Je crois que d'ailleurs dans les musées ça manque. Il devrait y avoir des espaces avec des feuilles blanches ou des tableaux blancs et puis de la peinture. Et n'importe qui devrait pouvoir tracer des choses. C'est pas réservé à une élite. Il y en a des gars qui le font partout sur le mur, à côté des chemins de fer. Je suis tout à fait pour le graffiti, le street art. Je suis président d'une association de street art qui s'appelle la PAPUC. Et voilà, ça m'intéresse beaucoup. Alors bon, les œuvres ne sont pas toujours de grande qualité, mais en tous les cas, il y a une volonté de tracer des choses et pour chacun de se faire entendre. Ça, je crois, c'est important. Et c'est ça qui a fait que, au fond, j'ai relié mon idée d'œuvre à l'idée très souvent d'écriture. Parce que l'écriture, c'est à tout le monde. On apprend à écrire. Tout le monde apprend à écrire. Et bon, on fait une écriture qui est reconnaissable. Il y a des experts en graphologie qui peuvent vous dire si c'est la vôtre ou si c'est pas la vôtre, s'il y a une contestation. Et ça m'intéresse beaucoup de voir la nature des écritures, alors plus ou moins spontanées, et des écritures aussi qui vont vers la désécriture, c'est-à-dire quelqu'un qui griffonne par exemple quand il entend une conversation au téléphone parce qu'il est très énervé, quand il fait comme ça un dessin spontané ou un gribouillis, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est l'écriture sans la lettre et ça c'est en même temps beaucoup plus signifiant que le sens qu'on peut trouver dans une phrase ou dans les mots eux-mêmes. Oui, alors dorénavant je dois t'envoyer le dessin que j'ai fait en téléphonant avec toi. Voilà, moi je réagirai, je ferai une collaboration comme ça avec ces dessins spontanés. Je le ferai. Tu as évoqué tout à l'heure, tu as dit que de faire d'un trait, commencer une image pour que ce soit beau, ce trait. C'est quelle notion de beauté que tu as là? C'est plutôt la notion de liberté. Il faut que ça soit pas trop scolaire, pas trop programmé, et qu'il y ait une certaine décontraction dans le geste pour retrouver le rythme propre du corps. Parce qu'au fond, les gens ont des rythmes, de même qu'ils ont des rythmes cardiaques spécifiques, ce qu'on n'avait pas vu. Paul Tansky nous a montré ça récemment, que chacun avait des cœurs qui battaient de façon différente. Et bien, de la même façon, on trace de façon différente et donc il y a une espèce de spécificité de la façon de tracer. Et c'est ça qu'il faut retrouver, cette espèce de liberté. Parce que si on essaie d'écrire trop bien ou de dessiner trop bien, de faire de la représentation avec une certaine idée de l'image, on se trompe. Il faut accéder à un débraillé du style, se laisser aller. C'est pour ça que lorsque j'enseigne à des étudiants, cette année pour la première fois j'ai pris des étudiants débutants de première année, un petit cours en marge des doctorants et tout ça, et je leur dis de se laisser aller librement à leur pulsion de graffer, d'écrire, etc., pour un peu se libérer. Parce qu'au fond, on a toujours été trop contraints. On a appris des choses à l'école, et on a appris des techniques, mais à un certain moment, il faut aller au-delà des techniques, il faut un petit peu danser avec ce qu'on a dans le ventre et dans ses propres muscles, et c'est la même chose pour une œuvre d'art. Revenons encore une fois aux signes et flûtes. L'art suppose une construction des signes. Peuvent-ils aussi exercer un empire sur nous? Alors effectivement, on est quand même tributaire d'un certain nombre de signes. Et moi-même, j'ai retrouvé sur ma route certains signes. Alors évidemment, le cercle, la spirale. À un moment donné, je faisais
une spirale comme ça qui ressemblait à un œil, comme ça qui se développait, et puis la croix. Alors la croix, je lui donne pas du tout un sens chrétien. Au début, j'ai étudié ça à propos de signes puniques. Je voyais simplement comme un entrecroisement de routes, comme quelque chose qui peut marquer que quelqu'un est mort. Et puis il y a la symbolique plus fondamentale qu'on retrouve aussi en Orient de la croix, qui est que l'axe vertical, c'est plutôt le spirituel, et l'axe horizontal, c'est ce qui advient, c'est le temporel. Alors ces deux axes, l'un est dynamique et l'autre est assez figé, se recoupent et s'immobilisent. Et alors, moi, j'ai essayé un peu distordre la croix, d'essayer de la faire flottante, comme la tienne, là. Oui. C'est-à-dire, c'est une croix, mais en fait... il y a des signes un petit peu en plus. Là, il y aurait une croix au centre, mais la partie centrale est un petit peu raccourcie. Et puis, il y a deux ailes flottantes en haut et en bas. Donc, j'ai fait toutes sortes de variations autour de la croix, comme ça, pour lui donner un mouvement qu'elle n'a pas, puisqu'en principe, c'est un signe d'immobilisation, c'est un signe de supplice, etc. Et donc, voilà, je m'amuse avec certains signes et de temps en temps, je cherche un peu dans les dictionnaires des symboliques, mais pas trop en fait. J'essaie plutôt de les travailler à ma façon. Et sur le cercle aussi, j'ai trouvé ces cercles plus ou moins ouverts, bon, qu'on rencontre aussi en Orient, sur lesquels Butor a écrit qu'il appelle ça un rond de serviette. C'est quelque chose qui essaie d'enserrer, mais qui n'y parvient pas tout à fait, qui s'ouvre. Et donc, voilà, je m'amuse un petit peu avec ces signes, et je crois que tout peut devenir signe. Là, tu avais épinglé sur... Les livres d'artistes, on va oui, les évoquer. les livres d'artistes. Là, sur Berlin, il y a un certain nombre de petits objets, mais qui pour moi deviennent en même temps des signes, des soleils, etc. Si on lit Signes et flux, ce livre, je vais indiquer le lien sur la page, on gagne l'impression qu'on peut rien fixer. Oui, alors ça c'est le paradoxe dans lequel je me trouve, c'est qu'il y a ce signe dur et il y a le flux qui est flottant. Et le flux va à l'encontre du signe, il essaie de corroder les signes, il essaie de les emporter, de les déformer, de les rendre liquides. Et alors je me suis beaucoup intéressé à ces liquidités. Alors, je trace des signes et souvent je jette de l'eau ou bien je trace une forme et à l'intérieur de cette forme je mets des liquidités et il se passe toutes sortes d'effervescences. Lorsque l'encre se mélange avec la couleur, on a des mondes qui se forment un petit peu comme des galaxies. Et alors ça m'amène à réfléchir au côté un petit peu géo-cosmique de mon œuvre, c'est-à-dire que au fond les petites choses que je fais sur des dessins assez minuscules de format raisin ou Jésus sont l'équivalent du grand univers et des galaxies, des étoiles et de tout ce qui nous entoure dans l'univers. Et donc c'est certainement une puissance sûre et certaine de l'art, n'est-ce pas? Et pourquoi cet art est si essentiel à l'homme? Ben justement parce qu'il interroge la matière fondamentale, le grand univers, tout ce qui nous entoure et nous-mêmes dont nous sommes faits de cet univers. Et voilà, c'est ça qui rend un petit peu les choses sublimes et extrêmement complexes, parce que à partir du moment où on tire un tout petit morceau de matière, on a une grande physique et métaphysique qui vient avec, et voilà, on est là-dedans, on est parmi ce monde, et on est vraiment là, être dans le monde au sens fort du terme, et donc ça amène à une immense ouverture de la réflexion, et l'art amène la méditation, autant que la philosophie. C'est ça, pour moi, il n'y a pas une opposition fondamentale, comme ça se fait en Occident, mais plutôt je me rattache à la situation orientale où
la pensée, la poésie et l'art sont au fond une même façon de méditer. Même si ça semble être une répétition, ce que je dis maintenant, mais je voudrais encore une fois y revenir, même une image fixe recouvre un mouvement et tu écris dans cet article, l'image est un trop plein d'énergie. On réussit vraiment de transmettre ce mouvement et l'énergie au spectateur. Voilà, je fais des images qui sont un petit peu distordues par les flux. Et donc, parce que quand on pense à images, on pense souvent à images fixes, à icônes. Et moi, au contraire, je fais une image donc qui veut fuir et qui effectivement révèle l'énergie qui souvent a contribué d'ailleurs à la constitution de cette image, même si elle est la plus fixe possible. Donc, ce que je veux retrouver en déconstruisant l'image, en inondant l'image d'un flux, c'est cette énergie effectivement fondamentale sur quoi tout repose. Alors qu'est-ce que l'énergie? Bon, c'est un jeu d'attirance et de fuite, une masse et du temps, et entre des attractions et des répulsions. Et donc, mais de temps en temps, cette énergie se condense dans des corps. Une image pourrait être un type de corps aussi. Mais je veux qu'on sente cette énergie. Je veux que cette énergie soit lisible. Je veux qu'on voit les vecteurs de cette énergie. D'accord. Tu parles des transformations et tu dis, je cherche des signes de défiguration. Alors là, on est capable, n'est-ce pas? Tu es convaincu? Oui, parce qu'en même temps, donc, je trouve les images trop stables et donc je cherche à profaner les images. Je cherche à les ouvrir et donc j'opère un acte de sacrification. Je suis un sacrificateur par rapport aux images bien stables. Ça me plaît, sacrificateur, ça me plaît. Donc voilà, donc il y a chez moi un côté comme ça de cruauté qui me rattache à Artaud, et qui est un des premiers sur qui j'ai écrit. J'ai écrit sur Antonin Artaud quand j'avais 25 ans. Tu m'as donné, il y a une fois, je pense il y a 2 ans déjà, un de tes tableaux qui s'appelle, franchement dit, j'ai oublié le nom. Ça, il faudrait que je recherche. Oui. Je sais pas, on met le nom après, mais oui. on ne pense pas à un nom. Oui. Il date environ de quand? Ça, c'est je vais le montrer à 2008. côté. 2008, oui. Et je pense qu'il fait partie de toute une série. Oui, il fait partie de cette série de signes et flux que j'ai exposé en Roumanie au musée de Mogoșoaia entre autres, et puis à Paris aussi dans l'exposition du CIC là que tu as vu. Oui. Je voudrais te demander devant un public dans un musée, comment est-ce que tu expliquerais ce tableau en quelques mots, quelques phrases? Alors, je le montre une fois parce que je vais aussi le fixer sur la page à côté du vidéo pour qu'on puisse le voir. oui. Mais Alors expliquer est toujours un exercice difficile parce que l'artiste ne doit pas expliquer ce qu'il fait comme on explique un texte ou comme un historien d'art peut l'expliquer. Donc en principe c'est à d'autres à l'expliquer. Moi tout ce que je peux dire c'est une question de genèse, c'est-à-dire que là je retrouve quelque chose qui est une croix très compliquée qui s'est développée, et puis mes aspersions, c'est-à-dire qu'il y a comme un orage qui passe et qui emporte un peu de matière, et donc on trouve les gouttes d'aspersion et on trouve la dilution de la matière, parce que tout ça se fait presque en même temps dans cette série-là. Autrefois, j'avais des séries qui utilisaient le temps, c'est-à-dire il y avait des couches, je laissais sécher, et puis je revenais ensuite. Et il y avait une espèce de superposition transparente. Alors j'ai gardé le système de la peinture assez transparente, c'est-à-dire ce sont en gros des lavis d'encre et de peinture, mais j'essaie de les produire en même temps, que ces transparences se jouent presque en une seule fois.
Oui. Et donc on a davantage l'impression du vécu et de la jeunesse de l'œuvre. Donc c'est une performance d'une peinture spontanée. Le spontané joue beaucoup dans mon travail. J'essaie de me concentrer au départ, mais au moment où j'interviens, le geste est absolument rapide, un petit peu comme dans un combat. Et donc c'est réussi ou c'est pas réussi. Si c'est pas réussi, il faut déchirer. Et Ça t'arrive? ça m'arrive, peut-être que je ne déchire pas assez. Je vais entreprendre des séances de destruction des œuvres. Oh non, je suis content que j'ai reçu le tableau. Les couleurs dans ce tableau possèdent-elles une signification précise? Il y a beaucoup de rouge, on pourrait bien sûr penser à du sang. C'est un rouge anglais, on peut penser effectivement à du sang. Alors, beaucoup réfléchi sur la question du sang, la question du décarnage, la question esthétique comme ça des carnages. C'est un genre, Masson, Picasso, etc. ont beaucoup travaillé là-dessus. Mais aujourd'hui, dans la société, on assiste avec, par exemple, au Moyen-Orient, tout ce qui se passe, au terrorisme, à des carnages. Bon, il y a un côté sacrifice, évidemment, dans le carnage aussi. Et un côté esthétique à cause de ce rouge qui est la couleur peut-être la plus intense que l'on puisse imaginer. Alors cela dit, dans une œuvre comme celle-là, c'est un rouge anglais qui est déjà un peu assombri, et j'essaie de le mélanger avec du noir, ce qui donne encore quelque chose d'un peu plus sombre, d'une couleur sans sécher, qui est une couleur que j'aime beaucoup, que j'ai trouvée en Tunisie, par exemple, vers Carthage, que j'ai trouvé aussi à Berlin. Berlin, je trouve, c'est une ville comme ça, un peu couleur de sang séché. Et donc, voilà, on pense à toutes sortes de catastrophes historiques avec cette couleur-là. Il y en a assez. Quels éléments du tableau, par exemple dans ce tableau précis, devraient amener le spectateur à une interprétation? L'ensemble ou... L'ensemble peut-être ce signe au départ, mais sinon, évidemment, c'est une œuvre assez rusée parce que justement, elle ne joue pas sur le symbolique et donc il est très difficile d'interpréter. On peut parler, on peut gloser, on peut essayer de faire des suppositions, mais elle n'est pas fermée, c'est une œuvre ouverte. Et donc, il ne peut pas y avoir d'interprétation au sens où il y a une interprétation d'un texte ou d'une image religieuse. Les techniques et les outils que tu utilises ont-ils un rapport avec les signes du tableau? Non, ce sont des pinceaux, alors parfois c'est des brosses très épaisses. Oui, ça peut avoir un sens par rapport au tableau. À un moment donné, j'utilisais au lieu de pinceaux des feuilles. Des feuilles d'arbres. Des feuilles d'arbres, oui, que je cognais sur la toile ou sur le papier, qui laissait des signes empreintes. Donc alors cette espèce de... La question de l'empreinte est une question très intéressante, parce que c'est aussi du vécu dans la peinture, c'est-à-dire c'est laisser une trace vivante sur un support. Donc c'est le passage d'un temps réel, d'un ça a été, pour dire comme Barthes. La trace est vraiment inscrite à partir d'une forme qui existe et à partir d'un contact. Donc il y a un contact un peu comme dans la photographie. Et donc c'est évidemment beaucoup plus intéressant que si on essaie par des moyens plus sophistiqués comme les pinceaux de dessiner. Donc jamais je ne dessine au fond, je cogne sur le papier et par là je laisse une empreinte. Parmi tes œuvres, j'ai un peu fouillé sur ton site internet, il y a aussi des livres d'artistes, même des objets.
Comment tu as conçu cette idée d'un livre artiste? C'est un peu l'éclatement de la publication? Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Bon, d'abord, il y a évidemment une question personnelle, c'est-à-dire que comme j'étais à la fois écrivain et artiste, le livre d'artiste a été pour moi une forme intermédiaire entre euh, le travail d'écrivain et le travail de peintre. Et puis ça retrouvait un de mes thèmes qui sont les écritures au fond dans la peinture. J'étais commissaire d'une exposition à la Villa Arson sur ce thème-là. Et on peut faire des tableaux avec de l'écriture. Et dans le livre d'artiste, en principe, pas chez tous, mais il y a de l'écriture, il y a de la poésie, il y a un texte souvent, où il y a des objets ou des formes qui interrogent le texte. Et donc, évidemment, c'était pour moi très très intéressant d'avoir ces deux côtés-là. Et donc, depuis 1980, j'ai fait des livres d'artistes. Donc, les plus connus sont ceux que j'ai fait avec Butor et avec Alechinsky. Donc avec Butor, j'ai fait Intempéries, Aspersion, bientôt l'automne, etc. Bon, ils sont dans des musées, dans des fracs, etc. Et voilà, ça fait partie de l'art contemporain concernant le livre. Le frac de Basse-Normandie, à ses débuts, c'était spécialisé. Qu'est-ce que c'est le frac C'est le Fonds régional d'art contemporain de la région Basse-Normandie, c'est-à-dire autour de Rouen. À Rouen ou c'est À Rouen, enfin dans la banlieue. Maintenant, c'est à Sotteville, l'Est-Rouen. Et il s'était spécialisé au départ dans une collection de livres d'artistes. Alors, ils m'ont acheté des livres d'artistes, ils ont fait des expositions, ils m'ont emprunté aussi ma collection de livres d'artistes. Et ils ont fait des expositions non seulement dans la région, mais aussi en Allemagne, parce qu'ils étaient jumelés avec la Basse-Saxe. Et donc il y a eu vers 1987-1990 à peu près, ou 91, un certain nombre d'expositions, et notamment à Wolfenbüttel. Qui est une ville qui est tout entière organisée autour de sa bibliothèque. Il y a une dizaine de lieux de bibliothèques et de salles pour exposer des livres. Et donc, il y avait une exposition là-dedans où à 80% c'était mes livres et ceux de ma collection à Wolfenbüttel, qui est la bibliothèque faite par Lessing. Donc donc j'étais très heureux en tant que plasticien d'intervenir à l'intérieur de cette bibliothèque. Et je me souviens qu'on avait eu des discussions avec les directeurs, là, et notamment avec Sabine Vols. Ils voulaient... ils imaginaient une espèce de continuité entre le livre ancien et le livre d'artistes contemporains. Et j'étais assez d'accord que avec les manuscrits enluminés du Moyen-Âge, avec les livres manuscrits du Moyen-Âge sur parchemin, et avec ce qu'on fait aujourd'hui dans le livre d'artistes contemporains, il y avait une continuité. Pour moi. Oui. On revient aussi un peu au système d'un livre unique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chaque livre est unique, et je suis allé de plus en plus vers des livres où la typographie produit des exemplaires multiples, et moi j'intervenais de façon originale. Tous les livres avec Butor, j'ai fait des acryliques originales, donc tous les exemplaires sont différents. Donc, même quand il y a une série d'exemplaires, ils sont à chaque fois uniques. Mais bon, il y a d'autres artistes contemporains qui ont travaillé là-dessus, et notamment en Allemagne, notamment Dieter Roth, par exemple, faisait aussi des livres peints où chaque exemplaire avait vraiment été peint de façon unique. Et donc, ça entrait dans
un immense courant contemporain autour du livre d'artiste, un renouveau du livre qui est né dans les années 70 et qui se prolonge encore aujourd'hui, où voilà, ça fait partie d'un certain type d'œuvre, de faire des livres, des grands livres, comme fait aussi Anselm Kiefer. Alors j'ai fait des livres qui sont parfois petits et parfois très grands. Il y a un livre qui se déploie comme ça dans l'espace sur des bambous, et les pages sont en tissu, hein. Donc ça c'est très grand, ça fait presque 1,50 m de haut. Il est sur le site de Paris, hein, celui-là. Oui. Mais donc j'ai fait toutes sortes d'expériences concernant le livre, et autant j'aime bien l'idée de série, autant tous les livres que j'ai faits sont uniques. C'est-à-dire que je me disais pas tu vas faire le même livre dans le même format, comme a fait par exemple Gervais Jassot dans le collectif Génération, mais je changeais complètement de formule, et donc j'ai des livres objets, j'ai des livres sur tissu, j'ai des livres dans des valises, dans des boîtes, oui, je l'ai vu dans et voilà. Là il y a un livre qui s'appelle Poésie de voyage, qui est un livre dans une petite mallette tressée, et qui est en même temps fait pour une installation en quelque sorte, parce qu'il faut ouvrir la mallette. Alors à l'intérieur il y a un livret avec un poème et des peintures, et puis il y a aussi un certain nombre d'objets, notamment une ardoise, une pomme de pin, une pierre mais qui a été creusée par la mer et où il y a des yeux, c'est-à-dire 2 trous forment des yeux, et le bas de la pierre fait une sorte de menton, et puis il y a un végétal qui s'appelle la monnaie du pape, voilà. Donc un certain nombre d'objets et une plume. Et donc avec ça on peut rêver au voyage. Le pin c'est évidemment le sud, mais il y en a aussi dans le nord, c'est la forêt, l'ardoise c'est la cabane, la plume c'est l'envie d'être un oiseau, oui, sur lequel j'ai écrit un livre qui s'appelle Vivre oiseau avec l'artiste nordique Karl-Henrik Pedersen, et puis la fragilité de la monnaie du pape, voilà, c'est ce végétal, cette plante qui vibre, etc. Donc on peut voyager dans différents mondes avec ce livre-là, on peut l'installer et le replier, et le soir à l'hôtel, voilà, voyager à nouveau dans ses rêves avec ce livre. Oui. Alors tes prochains projets, une exposition aussi? Il y a une exposition en Corée où je montrerai... En Corée? En Corée, à Séoul, dans une galerie où je montrerai les nouvelles choses. Il y a un projet d'exposition aussi à Dubaï, dans une galerie. Et à Dubaï? Oui. Dubaï, oui. Dubaï. Et puis, d'autres expositions voilà, qui se préparent aussi dans des galeries. C'est plutôt l'année qui vient dans des galeries, une exposition à Bruxelles également, une galerie de Villiers, qui est une galerie spécialisée aussi sur les problèmes des rapports écriture-peinture. Notamment, il a beaucoup exposé des écrivains qui peignent, voilà, qui font des petits dessins. Alors moi c'est un peu différent parce que maintenant je suis un artiste très confirmé depuis longtemps, parce que j'ai été boursier résident à la Villa Arson. Voilà, ça c'est encore plus important que le prix Fontenelle, parce que la Villa Arson est un lieu prestigieux en France. Donc en 1984 j'ai obtenu une bourse. Elle est située où? Elle est située à Nice. Et c'est un lieu très réputé pour l'art contemporain. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai été considéré comme un artiste. Donc, pas seulement un écrivain qui peint, mais
un artiste qui écrit. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Nous nous reverrons bientôt sur notre entretien sur Jean-Paul Sartre. Merci bien. Merci à toi. Merci.